Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. Colloque indésirable. Je m'appelle Léo. J'ai 25 ans et je vis en colocation avec deux amis, Mathis et Charlène, dans un vieil appartement. Il y a quelques mois, notre vie a pris un tournant terrifiant. Ça a commencé par de petits événements. Des objets qui disparaissent et réapparaissent à des endroits différents. Au début, nous pensions que l'un de nous avait simplement déplacé ces objets par inadvertance et avait oublié ensuite. Mais au fil des jours, les choses ont pris une tournure plus inquiétante. Un soir, alors que nous regardions un film dans le salon, les lumières se sont éteintes subitement. Pensant à une panne de courant, je me suis levé pour vérifier le disjoncteur, mais tout semblait normal. Lorsque les lumières se sont rallumées, Charlène a remarqué que le tableau au-dessus du canapé était maintenant de travers. Nous étions sûrs que personne n'aurait pu le toucher en se levant. Après ça, rien de plus à signaler, mais 2 semaines passent et des bruits étranges commencent à se faire entendre. Des chuchotements presque inaudibles la nuit, des grincements de plancher alors que tout le monde était dans son lit. Mathis, qui est habituellement très rationnel, a commencé à avoir des insomnies, convaincu que quelqu'un se promenait dans l'appartement. Un matin, en me dirigeant vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner, j'ai remarqué que toutes les portes de la cuisine étaient grandes ouvertes. Charlène, paniquée, m'a assuré les avoir fermées la veille. Ce même jour, Mathis a trouvé des griffures profondes sur le mur de sa chambre, comme si quelqu'un avait essayé de creuser à travers. La tension était montée d'un cran, alors nous avons décidé de placer des caméras dans l'appartement pour comprendre ce qui se passait. La première nuit, nous avons capturé des images troublantes. À 3h15 du matin, une silhouette sombre semblait se déplacer dans le couloir, mais aucune de nos portes n'avait été ouverte. Charlène a reconnu cette heure comme celle où elle se sentait souvent observée, où le malaise devenait de plus en plus pesant. Les événements devenaient une habitude, mais la peur s'installait. Nous évitions de rester seuls, et dormions souvent tous ensemble dans le salon. Un soir, alors qu'on discutait des incidents des semaines passées, la température a soudainement chuté. Nous pouvions voir notre souffle dans l'air. Charlène a alors senti une main glaciale saisir son poignet. Nous avons tous vu les marques rouges qui se formaient. Nous étions à bout. Mathis en a parlé à sa mère, qui lui a conseillé de contacter un médium, espérant qu'il pourrait nous donner des réponses. Lors de sa visite, le médium a affirmé sentir une présence malveillante, liée à une ancienne locataire qui aurait perdu la vie dans des circonstances mystérieuses. Il nous a conseillé de réaliser un rituel pour purifier les lieux. Les jours qui ont suivi nous ont fait croire que le rituel de purification avait fonctionné. Pendant un temps, tout est redevenu normal. Mais une nuit, en vérifiant les caméras, j'ai vu à nouveau cette silhouette sombre, immobile et silencieuse, au pied de mon lit, me regardant dormir. À ce moment, j'ai ressenti une terreur glaciale, et j'ai réalisé que quoi que ce soit, ce n'était pas parti. Ça nous observait toujours, attendant le moment propice pour frapper. Cette expérience nous a changés à jamais. Nous avons déménagé peu après, mais cette présence hante encore nos souvenirs. Chaque bruit étrange, chaque objet déplacé, nous ramène à cette terreur grandissante que nous avons vécue là-bas. Le sanatorium maudit. Je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans et je vis à Zurich, en Suisse. Avec mon copain, Tim, et deux amis, Lena et Michael, on a décidé de visiter un vieux sanatorium abandonné dans les montagnes. Le bâtiment est connu pour ses histoires de fantômes et de phénomènes étranges. On arrive en fin d'après-midi. L'endroit est lugubre, avec des fenêtres cassées et des murs décrépits. On entre par une porte latérale et on commence à explorer. Les couloirs sont sombres et l'air est lourd de poussière et de moisissure. Au bout de quelques heures, on découvre une aile
où le temps semble s'être arrêté. Des lits rouillés, des instruments médicaux d'un autre temps et des dossiers de patients éparpillés partout. Au bout d'un petit moment, Lena trouve un journal qui parle de traitements inhumains et d'expériences médicales sur les patients. On est choqué de lire ce genre de choses. La nuit tombe et on décide de monter un campement dans une grande salle. On se pose quelques minutes sans que rien ne se passe. Mais soudain, des cris déchirants résonnent dans tout le bâtiment. On se regarde, terrifié, mais on décide de rester pour découvrir ce qui se passe. On se sépare en deux groupes pour chercher l'origine des bruits. Tim et moi découvrons une salle de traitement avec des chaînes et des instruments de torture. On est horrifiés. On explore la pièce, quand soudain la porte se ferme brusquement et on entend des pas lourds approcher. On se cache derrière une vieille armoire, retenant notre souffle. Quand on pense que le danger est passé, on retourne auprès de Lena et Michael. Mais ils sont introuvables. On les appelle, mais on ne reçoit aucune réponse. On commence à paniquer, cherchant partout sans succès. Soudain, on entend un rire enfantin qui résonne dans les couloirs. On se retourne et on voit une silhouette d'enfant disparaître au bout du couloir. On est tétanisé par la peur. On flippe, mais on ne lâche pas l'affaire. On continue notre recherche, et ce n'est qu'à l'aube qu'on finit par retrouver Lena et Michael, choqués et couverts de griffures. Ils disent avoir été poursuivis par des ombres toute la nuit. On quitte le sanatorium en courant, jurant de ne plus jamais y remettre les pieds. Si tu veux soutenir la chaîne, lâche un petit like, abonne-toi et active la cloche pour les prochaines vidéos. Sur ce, reprenons le cours de nos histoires. Obsession inquiétante. Je m'appelle Jason, j'ai 29 ans et je vis à Phoenix avec ma petite amie Eva. Eva et moi nous sommes rencontrés il y a 3 ans, lors d'une fête d'anniversaire d'un ami commun. Ça a tout de suite matché entre nous, nos personnalités se complétant parfaitement. Elle travaille comme graphiste indépendante, et moi, je suis ingénieur en informatique. On a une routine établie. Le matin, je prépare toujours le café pendant qu'Eva sort notre chien, Otis. Ensuite, je pars au travail tandis qu'elle s'installe dans son coin bureau à la maison. Le soir, on aime se détendre en regardant des séries ou en cuisinant ensemble. Et depuis peu, Eva et moi avons remarqué que quelqu'un traînait souvent autour de notre immeuble. Un homme, dans la quarantaine, toujours vêtu d'une veste sombre. On ne s'inquiétait pas trop, se disant qu'il devait être un nouveau voisin. Un soir, en rentrant du travail, je trouvais un bouquet de fleurs sur notre paillasson, avec une carte sans nom. Jusque-là, ça aurait pu être sympa, mais c'est devenu de plus en plus inquiétant. Les fleurs continuaient à arriver, mais avec des messages de plus en plus étranges, comme Tu es magnifique quand tu dors. Tu sens très bon. ce manège durait depuis plus de 2 mois, et on n'était pas serein. Alors pour nous détendre, on a organisé un dîner avec des amis, profitant de leur compagnie et essayant de penser à autre chose. Ça a fait le taf le temps d'une soirée, mais l'angoisse reste et monte doucement, mais sûrement. Mais 3 jours après cette fameuse soirée, on a trouvé notre appartement sans dessus-dessous. Mais rien n'avait été volé. Eva était en larmes. La police n'a rien trouvé. On a commencé à se sentir épiés constamment. Pour nous aérer l'esprit, on a décidé de passer un week-end à Sedona. C'était un moment merveilleux. Se balader dans la nature, pique-niquer et oublier nos soucis, loin de notre quotidien pesant. À notre retour, des photos de nous ont commencé à apparaître dans notre boîte aux lettres. Des clichés pris à notre insu, souvent quand on était chez nous. On a pris peur et on a décidé d'installer des caméras, mais malheureusement, elles n'ont jamais capté quoi que ce soit de suspect. Notre harceleur semblait toujours savoir comment les éviter. Cela faisait presque 5 mois que notre vie avait pris une tournure oppressante. Mais malgré tout, on essayait de maintenir une routine normale, aller au cinéma, dîner entre amis et passer du temps avec notre chien, Otis. Eva ne travaillait plus à la maison, préférant être entourée plutôt que seule à la merci de cet inconnu. Un matin,
Eva a reçu un SMS d'un numéro inconnu. Je te connais mieux que Jason. Tu devrais être avec moi. C'était trop pour elle. On a changé de numéro, mais les messages continuaient d'arriver, toujours plus stressants. On sortait beaucoup plus souvent, mais Eva ne pouvait s'empêcher de scruter les alentours, redoutant de voir notre harceleur apparaître. Elle avait perdu beaucoup de poids, et je voyais bien qu'elle s'enfonçait dans la dépression. Je ne savais plus quoi faire. On était à bout de nerfs, vivant dans une paranoïa constante. Eva et moi avons décidé de déménager loin de Phoenix, espérant que la distance nous protégerait. Ça fait maintenant 1 an qu'on a déménagé. Et pour le moment, rien à signaler. Mais même maintenant, à des centaines de kilomètres, chaque bruit étrange, chaque regard insistant dans la rue nous fait revivre cette terreur. Eva se soigne pour aller mieux. Et moi, j'ai peur. Peur de ce que je pourrais faire si jamais il revenait un jour. La forêt des ombres. Je m'appelle Jamie, j'ai 25 ans et je vis à Helsinki, en Finlande. Avec ma copine Elisa et nos amis Josie et Katri, on a décidé de passer le week-end dans une cabane isolée au cœur de la forêt finlandaise. On a tous besoin de décompresser après des semaines stressantes. On arrive en début de soirée. La forêt est dense et la cabane semble presque engloutie par la végétation. On allume un feu de camp, on fait griller des saucisses et on se raconte des histoires. L'ambiance est détendue, mais dès que la nuit tombe, une étrange atmosphère s'installe. Vers 1 heure du mat', on entend des bruits de pas tout autour de nous. On rigole en pensant que ce sont des animaux. Mais les bruits deviennent de plus en plus proches et réguliers. Josie et moi décidons d'aller vérifier. On prend nos lampes torches et on s'enfonce dans la forêt. Les bruits cessent immédiatement. De retour au camp, on retrouve Elisa et Katri blêmes. Elles jurent avoir vu des ombres nous observer depuis les arbres. On tente de les rassurer, mais l'inquiétude gagne du terrain. On décide de dormir tous dans la cabane pour plus de sécurité. En pleine nuit, des coups résonnent sur les murs de la cabane. On se réveille en sursaut, les bruits se déplacent autour de nous. Elisa commence à paniquer, disant qu'elle sent une présence maléfique. On reste tous éveillés, à l'affût du moindre mouvement. À l'aube, on explore les environs et on découvre des empreintes étranges tout autour de la cabane. On décide de partir immédiatement, mais notre voiture refuse de démarrer. On n'a pas le choix de rester là, mais on n'est vraiment pas à l'aise de passer une nuit de plus ici. Et le soir, les phénomènes étranges reprennent. Des murmures incompréhensibles, des rires étouffés, des silhouettes dans les arbres. On se regroupe dans la cabane, essayant de comprendre ce qui se passe. Josie trouve un vieux livre dans un tiroir, rempli de rituels occultes et d'invocations. Il part d'un esprit ancien qui entrait ces bois, cherchant des âmes à tourmenter. On passe la nuit en priant que le jour se lève vite. On est tous fatigués et livides. À l'aube, on vérifie la voiture. On bidouille quelques trucs désespérés et par miracle, elle redémarre miraculeusement. On n'attend pas une seconde de plus. On se dépêche de tout charger et on quitte la forêt sans se retourner, jurant de ne jamais revenir ici. Notre famille. Je m'appelle Ousmane, j'ai 25 ans et je vis dans un petit village reculé au Burkina Faso. Mon histoire, ou plutôt celle de ma famille, est une histoire de terreur qui a changé notre vie à jamais. Je partage cela dans l'espoir que vous compreniez l'horreur que nous avons vécue. Tout a commencé par une nuit calme comme les autres. Nous sommes une famille de 5. Mes parents, mon frère cadet Salif, ma sœur aînée Hawa et moi. Notre village est tranquille. Nos journées sont rythmées par le travail dans les champs et les soirées par les histoires racontées autour du feu. Mais cette nuit-là, tout a changé. Ma mère, habituellement si pleine de vie, a commencé à se comporter bizarrement. Elle marmonnait dans une langue inconnue. Ses yeux semblaient vides. Mon père pensait d'abord qu'elle était malade. Nous avons fait appel aux guérisseurs du village, mais ses potions et prières n'ont eu aucun effet.
Les jours suivants, les choses ont empiré. Des objets se déplaçaient seuls. Des bruits étranges résonnaient dans notre maison la nuit. Nous avons essayé de continuer notre vie quotidienne malgré tout. Je me rappelle encore le sourire de Salif, alors qu'il aidait mon père à réparer le toit de notre maison, ou les rires d'Awa quand elle préparait le dîner. Mais les événements surnaturels sont devenus plus fréquents et plus violents. Un soir, j'ai trouvé ma mère en transe, les yeux révulsés, criant des menaces incompréhensibles. Le guérisseur nous a conseillé de chercher de l'aide dans un village voisin, connu pour avoir un puissant marabout. Le marabout nous a dit que notre mère était possédée par un esprit maléfique, un djinn, qui cherchait à détruire notre famille. Il a commencé des rituels pour l'exorciser, mais chaque tentative semblait rendre l'esprit plus furieux. Les semaines ont passé, et les rituels devenaient de plus en plus oppressants. La peur nous tenait en haleine. Mon père, autrefois un homme fort et résolu, semblait vieillir de jour en jour. Awa pleurait souvent en silence, et Salif refusait de dormir seul. Un soir, alors que nous étions tous réunis autour du marabout, l'esprit a parlé à travers ma mère, révélant des secrets sur notre famille que seul un démon pouvait connaître. Le climat à la maison était insoutenable. Nous étions constamment sur nos gardes, redoutant la prochaine attaque de l'esprit. Mon père, désespéré, a consulté un autre marabout, espérant que l'union de leurs pouvoirs pourrait vaincre le djinn. Mais même ensemble, ils n'ont pu que contenir temporairement l'esprit. Les rituels ont continué, de jour comme de nuit. Des offrandes, des prières, des chants, tout était tenté. À un moment donné, j'ai commencé à douter de notre survie. L'esprit semblait s'amuser de notre détresse, manipulant nos peurs et nos doutes. Puis, il y a un mois, l'impensable s'est produit. En plein rituel, ma mère s'est effondrée, inerte. Le marabout a déclaré que l'esprit l'avait quittée, mais qu'il n'était pas parti loin. Nous pouvions sentir une présence sombre dans la maison. Les manifestations ont cessé, mais une aura de terreur planait toujours. Aujourd'hui, nous vivons dans une crainte constante. Ma mère, bien qu'elle soit revenue à elle, est restée marquée par cette épreuve. Mon père est devenu silencieux et distant. Awa refuse de parler de ce qui s'est passé, et Salif dort toujours avec une lumière allumée. Quant à moi, je raconte notre histoire pour ne pas oublier, pour que notre souffrance serve d'avertissement. Ce récit est réel, chaque détail est gravé dans ma mémoire. Si vous avez des doutes, souvenez-vous que le mal peut prendre des formes inattendues et que personne n'est à l'abri. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.